Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission, oui, préférée, je tiens à le dire, votre émission préférée. Cette émission qui vous permet de découvrir des nouveaux profils, de vous informer, de jouer aussi et surtout de vous divertir. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ceux qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Alors aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir deux invités. Alors on peut applaudir ici monsieur Sadio Niakate. Donc, acteur, vous êtes engagé derrière la caméra, devant la caméra et surtout dans un festival qui permet à le maximum de personnes de devenir finalement, donc c'est passeur de messages. Et il est avec nous ici sur Diaspora Africa. On continue, on accueille chaleureusement, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, eh bien il s'appelle Yaya Malé, s'il vous plaît. Donc Yaya Malé, c'est un homme des médias, effectivement. Donc Yaya, vous êtes dans la communication, mais aussi vous êtes coach sportif, coach plutôt mental. Exactement, le mental pour vous, notamment pour l'équipe du Mali. Ah, il va y avoir la CAN. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. On est prêts? Presque Puisqu'on prêts. est qualifié, on est prêts. Vous êtes déjà prêts, au moins c'est une chose. Et oui, mesdames et messieurs, il est là, notre coach mental. Il s'appelle Yaya Malé. Il a la tête de RP Média, un grand média qui a été mis en place en 2012. Et puis, il nous parle de plein de choses de transmission. Il nous parle aussi de ses différentes casquettes d'entrepreneurs. Voilà, mesdames et messieurs, les deux entrepreneurs, les deux hommes que nous avons ici. Et en face de vous, vous avez nos chroniqueurs, à savoir l'équipe Chic Choc. Babadem, comment allez-vous? Diaspora fréquemment bien, très bien, et puis avec un beau plateau comme ça, ben on est là. Exactement, exactement. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Oui, d'une dame, franchement, lui rendre hommage, c'est Rebecca Lolosoli. Elle a créé depuis 1990 au Kenya un village qui s'appelle Umoja Village. Et ce village est interdit aux hommes. On verra ça lors de la chronique, pourquoi. Ben, ils ont peut-être raison. Hein. Peut-être que c'est peut-être la solution pour la paix dans ce monde-là. Oumou, tu valides avec moi ou pas? Je valide à 200%. S'il n'y avait pas d'hommes, là, il y aurait sans hommes. Vraiment, on sait exactement. Alors Oumou, bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, tu nous parles des Mauritaniennes, c'est ça? Tout à fait. Alors, je reviens fraîchement de la Mauritanie et j'ai un petit sujet insolite à vous partager aujourd'hui. Exactement, concernant les femmes mauritaniennes. Et oui, même s'il y a moins de femmes ici sur le plateau, nous sommes quand même à l'honneur. Et oui, toujours. Voilà, mesdames et messieurs, une partie du programme, parce que le programme sur Diaspora Africa, il est très très dense. On va voyager à plusieurs reprises même. J'espère que vous avez vos passeports. Oui. Toujours. Parce qu'on ne sait jamais ici, on a des jets privés qui sont en haut de l'immeuble, donc on peut vous dire on y va et on part. Oui, on va voyager, coutumes d'Afrique, on va avoir notre pitcheuse qui s'appelle Michel Dibélé qui va venir ici nous parler d'une application culinaire, de rencontre culinaire. Voilà, on découvre, il y aura un petit débat aussi à la fin, je tiens à le dire, et c'est Djeneba d'Abidjan qui nous envoie un message. Voilà, ça va être un moment sympa, est-ce que vous validez? Oui, très content. Oui, moi je suis surtout honoré. D'accord. Voilà. Eh bien, nous sommes aussi honorés la de vous belle avoir. Afrique, elle est là et je suis honoré d'en faire partir. Et merci beaucoup. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, on démarre cette émission et on démarre dans la joie et dans la bonne humeur avec un voyage. Vous le savez, nous aimons promouvoir les destinations du continent africain. Oui, venez découvrir l'Afrique si vous ne connaissez pas et ces 54 pays. Et là, y a-t-il un pays que vous aimeriez mettre à l'honneur aujourd'hui sur Diaspora Africa? Le Mali. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, Mali, Côte d'Ivoire. Ok, bah ça tombe bien parce que c'est destination le Mali, un pays mondialement connu pour son histoire étudiée de part et d'autre dans le monde, mesdames et messieurs. Destination le Mali qui fait la promotion de sa destination. Et oui, allez, on y va tous ensemble, c'est parti. Dans le cadre de la célébration de l'année 2025, année de la culture, décrétée par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, en collaboration avec la mairie du district de Bamako et les agences de voyage du Mali, organisera du 16 juillet au 28 septembre la 3e édition de Bamako City Tour. Des bus climatisés avec des guides de tourisme expérimentés à bord
seront stationnés tous les week-ends devant le parc national du Mali et le stade du 26 mars de Bamako pour assurer les déplacements des visiteurs sur les différents sites touristiques de la ville de Bamako et environ. Bamako City Tour est organisé pour permettre aux résidents nationaux et étrangers, enfants, adolescents, jeunes adultes, de découvrir les hauts lieux du tourisme de la capitale. Alors, ensemble, découvrons notre beau pays, le Mali des merveilles. De retour sur le plateau Destination le Mali des merveilles. Merci à Monsieur Keita, directeur de l'Agence pour la promotion du tourisme au Mali, pour ces images. N'hésitez pas à nous envoyer les images de votre pays afin qu'on puisse le promouvoir ici sur Diaspora Africa. Donc, qui a déjà été à Bamako, qui a déjà découvert cette ville? Moi, Ah, vu que c'est mon pays d'origine, j'y ai été plusieurs fois. Est-ce que vous connaissez Bamako de cette façon-là, de cette manière-là, à savoir en faisant vraiment le Bamako Tour avec un guide qui vous explique un peu l'histoire de la ville? Non, du tout. Pourquoi pas? Bah, j'aimerais bien, ouais. Vous connaissez aussi? Moi, j'ai vécu en tout 7 ans là-bas. Parce que comme j'ai dit, je suis né en Côte d'Ivoire. Et après, depuis 2021, j'ai plus vécu au Mali, à Bamako, qu'à Paris. Et du coup, je connais à peut-être 70% comment ça a été présenté là. Parce que je vais un peu partout, je ne me contente pas de... Mais ce n'est pas 100%, c'est pour ça que non, c'est pas 100%. Tout l'intérêt. Et souvent, c'est des gens qui vivent, qui ne connaissent pas leur propre ville. Donc c'est intéressant. C'est comme à Paris, il y a très peu de Parisiens qui ont déjà été sur la Tour Eiffel. Exactement, voilà, on a les mêmes tendances au Mali. Exactement. Et vous, Baba, Oumou, vous avez déjà été dans ce pays? J'espère y aller. Ouais, bah oui, surtout après avec Bamako City, oui, on va suivre ça, Bamako City Tour. Exactement. Bah, on vous y invite, mesdames et messieurs. Merci encore une fois à la PTM. Allez, on poursuit cette émission. Le moment est arrivé d'accueillir ici à la barre notre premier invité. Il s'appelle Sadio Niakate. Il est à la tête du festival Ciné Lumière. S'il vous plaît, à la barre. Sadio Niakate, c'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau. Donc moi j'avais l'habitude un peu de vous regarder à la télé, j'ai publicité, acteur, etc., etc. Oui, c'est un homme de la télévision, du cinéma et de la publicité. Donc, mais vous décidez de vous tourner dans la réalisation parce que vous vouliez raconter vos propres histoires et surtout permettre au maximum de personnes de raconter leur histoire. Alors, vous avez créé donc un projet qui s'appelle Projo Night. Je pense que ça a été peut-être un peu le déclic où vous avez pu discuter donc avec les téléspectateurs, avec les spectateurs, à savoir quand ils regardent un film, parce que c'est ça le projet Projo Night, c'est-à-dire qu'il y a une diffusion de court-métrage ou de film, et puis ensuite on discute. Et ça c'est important, le ressenti, comment vous avez vécu la chose, comment vous auriez éventuellement transmis le message, etc. Et donc c'est la première raison de ce projet Night, donc une soirée de projection et de discussion autour du film. Exactement. Alors en fait, il faut savoir que ce qui m'a poussé à me lancer dans la réalisation, parce que comme tu l'as dit, de base, moi je suis acteur et je me suis orienté vers la réalisation pour passer des messages à caractère préventif. Et en faisant ces courts-métrages-là, j'ai été rapidement confronté à une difficulté qui est que j'avais que mes propres films à montrer et mes propres messages. Sauf que il y a d'autres réalisateurs qui ont des tas de choses à dire. Et voilà, donc ça m'a poussé à monter Projo Night avec ces soirées de projection, de rencontres, d'échanges avec les cinéastes et le public. Et énormément de messages positifs et bienveillants qui ont été transmis durant ces soirées. Et l'étape suivante, c'était logiquement, pourquoi pas faire un festival. Que vous créez en 2022 ? Exactement. Avec la première édition qui a eu lieu. Ensuite, il y a la deuxième qui aura lieu au mois d'octobre. Et l'objectif, c'est aussi d'élargir ça et j'en dirai un peu plus après. Ah bah oui, le festival Ciné Lumière. Donc à qui s'adresse-t-il? Quel est l'objectif? Donc il faut savoir que ça a lieu à Astin. Donc ça c'est important de le dire, hein. C'est pas forcément à Paris. Au contraire, vous allez aussi vers des populations qui n'ont pas forcément, qui se disent que parfois ce n'est pas possible ou parfois on n'a pas l'information, on n'a pas les accès pour pouvoir donc faire de la réalisation et du film.
Exactement. Moi, je viens de la ville de Stein, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. Et c'est vrai que j'ai rencontré énormément de jeunes ou même de personnes qui souhaitent faire des reconversions, qui posent la question comment faire un film? Est-ce que c'est accessible? Finalement, il y en a beaucoup qui pensent que c'est pas du tout accessible, alors que, en fait, c'est un peu plus accessible que ce qu'on pense. Il suffit d'entreprendre les choses, de faire un pas en avant, puis ensuite un autre pas, puis de rencontrer des gens. Et voilà. Puis j'ai fini par monter ma propre structure pour accompagner aussi des talents, émergents, favoriser les rencontres avec les personnes du milieu du cinéma, de l'audiovisuel. Et comme je l'ai dit, la prochaine étape, c'est de grossir. Et ça, c'est très important. Mais finalement, vous créez donc ce festival qui s'adresse à toutes les personnes donc souhaitant aller intégrer donc ce milieu-là, ce nouveau milieu-là, à savoir le cinéma. Et finalement, c'est qui la cible? C'est les personnes vivant à Stein, ce sont les jeunes, ce sont les femmes, ce sont les hommes, c'est qui? Alors, notre festival, tout le monde peut y participer. Nous, il y a un truc sur lequel on s'est mis d'accord avec l'équipe, c'est qu'on ne souhaite pas faire de discrimination, on souhaite que ce soit ouvert et que tout le monde puisse y participer. Que ce soit toutes sortes d'ethnies, que ce soit tout type de sexe, etc. Donc vraiment, c'est vraiment très ouvert. Et, que aux personnes vivant à Stein? Non, pardon. Non, c'est ouvert, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je souhaite réaliser quelque chose, un film. Je peux être, par exemple, sur le continent africain. Est-ce que c'est possible? Alors justement, ça fait partie de ce qu'on va élargir pour l'an prochain, parce que le festival, on l'a commencé à échelle nationale. Ensuite, on consolide le festival. Et l'année prochaine, on ouvre une section internationale. On recevra des films de l'étranger, du Mali et d'autres pays. D'accord. Comment, quand on dit un festival donc, de cinéma, comment ça se passe? Il y a un thème, il y a un timing, en tout cas, au niveau de la durée. Est-ce que c'est du court-métrage, du long-métrage? Les thèmes sont-ils imposés? Alors nous, c'est court-métrage. Les critères de sélection sont qu'il faut que ce soit impérativement une fiction, entre 5 et 20 minutes. On privilégie ceux qui ont des messages sociaux, mais on a quand même accepté, par exemple, dans la première édition, une comédie, des films un peu plus chill. Et voilà, mais on privilégie tout ce qui est aspect social dans un premier temps. Très bien. Et est-ce qu'il y a des pépites qui ressortent de ce festival? Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que à travers le festival, on met à la fois en compétition des talents émergents, des personnes qui n'ont pas la possibilité de mettre en avant leurs compétences, leur travail, et à la fois des talents confirmés. Donc en fait, tout le monde a la chance. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la première édition, on a eu des personnes entre guillemets, qui sortaient de nulle part, qui ont obtenu des prix, des trophées, dont un jeune de la ville de Goussainville qui a obtenu le trophée du meilleur acteur, alors qu'il n'avait jamais eu d'expérience auparavant. Et le court-métrage dans lequel il a tourné, c'était sa toute première expérience. Et c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on parle de réalisation, mais aussi donc acteur. Donc il y a quoi aussi? Acteur, réalisateur, scénario, actrice. Le public peut voter aussi également. On a mis en place un système de vote à travers des QR codes. Donc le public peut scanner ce QR code et voter en direct du festival pour son film favori. D'accord. Est-ce que vous êtes reconnu? C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des festivals, c'est bien beau de donner des trophées, mais est-ce qu'il y a une possibilité pour les personnes, pour les participants, finalement de pouvoir passer à la télé française, de pouvoir avoir éventuellement un accès donc, à cette industrie qui malheureusement verrouille un peu les portes? Pour le moment, nous, on est en train de consolider le festival et de faire en sorte d'avoir un maximum de partenaires au niveau du cinéma. Mais ce qu'on leur offre pour le moment, c'est une visibilité, des rencontres, des échanges. Parce qu'il faut savoir que dans notre jury, il y a aussi des professionnels du cinéma, de l'audiovisuel. Par exemple, quel type de profil? Sur la première édition, on a Sadia Diawara qui est producteur. Oui. Qui a fait le film Mon frère qui est passé au cinéma. Exactement. Okay. On a le réalisateur Cédric Ido qui était notre parrain de la première édition, qui a réalisé un film qui est sorti au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça, La Gravité. On a l'humoriste Labajon. Voilà, on a pas mal d'acteurs et il y a pas mal d'opportunités qui peuvent s'ouvrir, en tout cas s'ouvrir pour les participants. Et donc on va finir avec la deuxième édition. Donc forcément on a commencé déjà grand. Là on veut aller encore plus loin. Que va-t-il se passer? Quelles sont les nouveautés
donc, dans cette deuxième édition? Alors pour cette deuxième édition, on va rester sur la même recette que la première, à savoir que nous on projette 5 courts-métrages par soir sur 2 samedis. Et en amont de ces projections, il y aura des masterclass avec des producteurs, réalisateurs, pour que les gens puissent venir poser leurs questions, en savoir un peu plus sur l'industrie du cinéma, comment ça fonctionne, que ce soit en France, à l'étranger, poser toutes les questions qu'ils veulent. Et ces invités pourront répondre à ces questions-là en live. Sachant qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer ces personnes-là. Bien sûr. Bien Donc sûr. là, et comment on fait pour candidater? Je pose la question parce que je suis intéressée. Je le dis, mesdames et messieurs, je le dis. Je vais peut-être candidater. Donc comment ça se passe? Dites-nous les informations pratiques. On veut devenir aussi des acteurs. Alors, pour candidater, il faudra attendre la troisième édition. C'est clôturé déjà? C'est clôturé. On a reçu énormément de films et c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire combien de films? Les gens sont réceptifs finalement, ils participent? 358. Waouh, franchement, ça s'applaudit, bravo. Donc il y avait vraiment un besoin, vous répondez à un besoin, en tout cas vous avez créé cette possibilité et ils ont répondu présent. C'est ça. Et je pense que le fait qu'on donne aussi la chance à des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience ou le réseau a fait qu'on a reçu un peu plus de films. Et d'ailleurs, on a dû clôturer une semaine avant la date qui était prévue, clairement. Parce que bon, ça faisait beaucoup de films. Victime de votre succès. Et sachant que c'est en octobre, il faut tout visionner, il faut donner avec notre équipe, notre comité de sélection, chacun visionne tous les courts-métrages et chacun met sa note. Donc le 28, on fait une présélection de 20 courts-métrages et à la suite de ça, on fait une sélection de 10 courts-métrages. Qui seront diffusés au mois d'octobre et pour tout simplement choisir donc, le meilleur scénario, le meilleur réalisateur, acteur, actrice, etc. etc. Donc voilà. Donc on est peut-être invité au mois d'octobre. Vous êtes les bienvenus avec grand plaisir. On avec attend grand ça depuis. plaisir. Je vous enverrai l'invitation. Exactement, pour aller découvrir donc, ces nouvelles pépites, ce nouveau cinéma et ces nouveaux messages. Et ça, c'est très important. Juste une dernière question. Quelle est sa préférence entre être acteur, réalisateur ou directeur de festival? Alors en fait, moi de base, je suis acteur, donc c'est ce que je préfère le plus. Mais c'est mon parcours qui m'a mené à ces différentes casquettes. Et aujourd'hui, je m'épanouis dans ce que je fais. Donc, Et acteur, c'est quoi vos dernières réalisations donc personnelles, que ce soit devant ou derrière la caméra? Alors, mon dernier court-métrage que j'ai réalisé s'appelle 1 minute d'inattention. C'est un court-métrage préventif dans lequel j'ai fait jouer des jeunes de ma ville, Astin. C'était pour sensibiliser sur les dangers des drogues en soirée. D'accord. Moi j'ai une Allez-y, demande. je vous en prie. Est-ce que c'est possible de nous expliquer la technique de la gifle dans le cinéma? J'ai toujours été impressionné par ça. Je peux essayer, par exemple? Ça marche pas? Alors, moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. J'avais fait une scène il y a quelques années avec Denis Podalides sur un film où j'étais censé lui donner une claque, justement. Et normalement, ma main devait passer devant son visage et lui faisait le mouvement de... Voilà. Sauf qu'il m'a dit, écoute, pour plus de réalisme, tu vas me mettre vraiment la gifle. Je lui ai dit, t'es sûr? Et moi, j'étais échauffé, j'étais un peu chaud, donc ok. Et allez, moteur, action, je lui mets la gifle, sauf que je me suis un peu trop pris dans le rôle et il m'a dit, bah écoute, on va pas la refaire comme ça, je suis pas prêt d'en prendre une deuxième, donc on va la faire normalement, on va faire le geste. Tu mets la gifle et j'accompagne le geste. Mais ta main passe devant mon visage, quoi. D'accord, donc c'est... Okay. Donc si tu fais bien le mouvement, t'exagères, et moi je pars comme ça. Et selon l'endroit où la caméra est placée, ça va sembler réel. Bien sûr. Après, il y a tout un système de bruitage. Bravo. Voilà, mesdames et messieurs, il s'appelle Sadio Niakate. Vous restez bien sûr avec nous. On aura certainement d'autres questions à venir. Et je vous en prie, à votre place, Sadio Niakate. Merci beaucoup. Oui, fondateur du festival Ciné Lumière qui a lieu à Stein. Allez, on poursuit cette émission. J'espère que vous allez tous très bien, mesdames et messieurs. Oui, le programme est chargé. On continue. Et puis moi, je vous propose, vous avez même pas posé la question. Vous avez vu des buzzers devant vous. Vous n'êtes même pas dit, ça tout, à quoi ça sert? Est-ce que... À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert, effectivement. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement, voilà. On fait un peu de culture générale ici sur le plateau. Donc, c'est pas forcément... on ne cherche pas que vous ayez la réponse. Ce n'est pas l'objectif principal. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin de cette émission, on se dise, ensemble, on a appris quelque chose. C'est bon? Ça vous va? Moins de stress. J'aime bien dire ça pour déstresser les gens. On ne sait jamais. Allez, question pour un champion ou pour une championne, mesdames et messieurs.
question. Pourquoi de nombreux drapeaux africains ont-ils les couleurs rouge, vert et jaune? Moi, je pense que c'est par rapport au concept de l'unité africaine, d'un seul État sur le continent. Ouais, mais soyons plus précis. Non, j'ai pas plus que ça pour l'instant. Non plus? Personne? Non. Mesdames et messieurs, je vous donne la réponse. Eh bien, ce sont les couleurs panafricaines popularisées par le drapeau de l'Éthiopie, mesdames et messieurs. Oui, symbole de résistance à la colonisation, elles ont été adoptées par plusieurs pays africains indépendants pour affirmer leur identité, leur unité et leur souveraineté. Voilà la raison première de ces couleurs. Voilà, mesdames et messieurs, on a tous appris ici sur le plateau de Diaspora Africa. Allez, on continue cette émission avec vous, Babadem. Alors, je tiens à vous le dire, Sadio ainsi que Yaya Malé, on aime mettre en avant donc ces hommes, ces femmes qui font briller l'Afrique par leurs inventions, par leurs innovations, par leurs actions terrain et autres. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse s'approprier donc ces personnages, ces personnalités. Et donc là, nous allons destination le Kenya avec une personne, une fondatrice et leader du village des femmes du Moja. C'est bien ça, Baba? Village du Moja. C'est parti. Ils font briller l'Afrique et le reste du monde. Oui, alors direction le Kenya pour cette femme qui s'appelle Rebecca Lolosoli. Et c'est vraiment une personne non seulement courageuse, résiliente, mais surtout persévérante. Imaginez, c'est en 1990 qu'elle fonde le village de Umoja, village interdit aux hommes. Pourquoi? Elle a vécu ce que vivent tant de femmes de la communauté Samburu, donc mariées très jeunes, privées de droits, victimes de violences. Et généralement, les maris, au bout d'un certain moment, les délaissent. Elle les laisse toutes seules. Et c'est en 90, après avoir été rejetée par son mari pour avoir défendu d'autres femmes, qu'elle fonde ce village Umoja. Donc, pas comme les autres, il est exclusivement réservé aux femmes et aux enfants ayant fui les violences, les mariages forcés ou les mutilations. Umoja devient alors un refuge, un symbole pour ces femmes. Au début de la création de ce village, les hommes se moquaient. Et quand ils ont vu que ce village arrivait à s'en sortir par elle-même, ils ont commencé à brûler le premier village qui a été fait. Ensuite, elle a persévéré, elle a été victime également, on a failli la tuer, mais malgré tout, elle a continué à résister. Sa propre maman l'avait découragée par rapport à ce village, mais elle a continué. Donc, elle a encouragé l'éducation, l'indépendance économique et le leadership féminin, et elle s'en sortait grâce à l'artisanat et au tourisme solidaire. Donc, ces femmes gagnent leur vie et reprennent le contrôle de leur destin en sachant qu'ils ont même construit leur propre centre de santé à l'intérieur, leur propre école en éducation. On dit bien sûr interdit aux hommes, mais les enfants de ces femmes rejetés, que ce soit hommes-femmes, garçons ou filles, allaient dans ces écoles. À ce moment, aujourd'hui, elle milite aussi sur la scène internationale, elle plaide pour les droits des femmes africaines et inspire donc des milliers de personnes. Et son village a permis à d'autres villages de femmes au Kenya d'être créés. Donc, on voulait la mettre à l'honneur parce que c'est son courage. Et imaginez, depuis 1990, et aujourd'hui, le village continue à exister. Et donc, ils arrivent même à se créer, à être indépendants. Magnifique, magnifique. Vraiment un profil qu'on est ravis de promouvoir ici sur Diaspora Africa. Vous en pensez quoi, Oumou? Moi, je pense que ça peut favoriser l'autonomisation des femmes et l'indépendance des femmes. Et c'est très important. Se détacher des hommes, parfois, c'est un très grand service qu'on se rend à nous-mêmes. Même si nous sommes complémentaires. Bien sûr. Que rajouter? Je vous donne quand même la parole. Messieurs, vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est très bien et c'est vraiment très brave de la part de cette femme. Elle a mis en place quelque chose de grand. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit parce que j'ai pu voir qu'elle a été agressée plusieurs fois. Le village a été brûlé. Comment elle Par des hommes, il faut le dire. Par des hommes. Comment elle fait pour que le village tienne debout toutes ces années? Comment elle fait pour le système de protection? Parce que j'imagine que ça ne plaît pas à tout le monde et qu'il y a forcément des individus
qui vont essayer de faire tomber ça. Après, quand même, j'aimerais juste corriger juste un truc. Quand je dis par des hommes, il faut savoir qu'il peut y avoir aussi des résistances de la part des femmes. Et vice-versa, il peut y avoir aussi du soutien de la part des hommes. C'est important de ne pas catégoriser, de ne pas se dire que les hommes sont contre les femmes, bien au contraire. Les hommes peuvent accompagner les femmes. Mais ça, c'était surtout les femmes rejetées, en fait. Parce que généralement, c'était une communauté polygame. Mais une fois qu'elles ont, entre guillemets, terminé avec la première, elle était rejetée parfois. Et donc, c'est surtout les femmes qui ont subi les violences, qui sont discriminées. Et pour elle, elle a mis aussi un système, il faut voir, un système de protection. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on brûlait le village, elle mettait un système de protection. Je ne sais pas comment elle a fait avec des fils de fer. Oui, puis quoi qu'il en soit, avec le temps, les gens ont compris la nécessité. Et puis après, quand tout le monde se lève, donc forcément ça... Et aujourd'hui, c'est devenu un lieu de villégiature touristique. Voilà, donc c'est comme ça aussi qu'ils arrivent. Avec le temps, finalement, comme on dit, le temps fait tout. Yaya, magnifique. Moi, je veux un peu nuancer. Moi, j'appellerais plutôt Umoja un village de retrait des femmes pour se reconstruire, pour revenir dans la vie normale, parce que la vie normale, c'est hommes et femmes. Peu importe comment on veut configurer, le monde, il est mieux quand des hommes et des femmes s'entendent sur un territoire. Si on décide d'écarter, de mettre les hommes quelque part où ils sont tout seuls, ça ne va pas marcher. Pareil avec les femmes. Moi, je suis très solidaire de la condition des femmes. Mais pour vous, ce n'est pas une solution finalement de créer des villages spécifiquement pour les femmes ou en tout cas, pas dans l'entendement d'un ghetto. Exactement. Merci beaucoup. Il ne faudrait pas que ça devienne un ghetto, voilà. Rassurez-vous, nous les femmes, on fait les choses bien, ça ne deviendra jamais un ghetto. Pardon. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. J'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux. Vous tapez Diaspora Africa, vous allez avoir toutes les informations. Et si vous souhaitez revoir les émissions précédentes, allez sur YouTube. Et oui, il y a tout. Allez, là, on continue. Vous avez toujours passeport en main ? Oui. Ouais. Yaya, préparez-vous parce que vous allez venir nous rejoindre dans un instant. Plaisir. Mais avant, on continue avec notre tournée africaine. Et là, c'est destination le Bénin. Oui, restitution du dernier trésor royal pillé, complétant la célèbre collection d'Abomey. Allez, on regarde et puis on revient. Dans un mouvement global de retour d'objets pillés durant la colonisation, la Finlande a récemment rétrocédé un tabouret royal volé et confisqué en 1892 par le général Alfred Dodds lors de la conquête française dans le royaume de Dahomey. La remise officielle a eu lieu au palais présidentiel de Cotonou en présence des plus hautes autorités béninoises et d'une délégation finlandaise. The whole history of status of the Cataclysm was unknown for decades until it was confirmed to be one of the treasures taken from the royal palace in Abomey. La culture ouvre des portes, établit des liens, crée des ponts. Et aujourd'hui, à partir de ce pont bâti autour de notre histoire commune, nous allons essayer de construire plus dans la relation avec la Finlande. Maintenant, c'est l'épilogue. Et nous avons le regard tourné vers d'autres chantiers de restitution, de retour et de circulation. Mais nous avons surtout d'autres chantiers désormais de coopération culturelle et au-delà, avec notre partenaire, la Finlande. Très important, cette restitution, c'est symbolique, cette coopération aussi qui naît finalement de cela. Eh bien, bravo au Bénin qui est vraiment dans cette tendance-là. Et puis, n'oublions pas aussi ce qu'ils sont en train de faire, à savoir ouvrir leur pays donc, aux afro-descendants, donc qu'ils viennent des Antilles, des Caraïbes, des États-Unis. Et bien, ils ont la possibilité aujourd'hui maintenant d'avoir la nationalité béninoise, comme a pu le faire le Ghana. Donc, vous pensez quoi de ce qui se passe un petit peu au Bénin rapidement, qui souhaite répondre avant qu'on passe à vous, Yaya Malé? Moi, je pense que présenter comme ça, c'est un peu allégé parce que c'est un vol, certainement avec recel, avec intérêt généré par ce vol. Je pense qu'on aurait dû parler de la réparation.
Vous pensez qu'il y a forcément besoin d'une réparation après avoir... Oui, une réparation qu'elle ne soit pas forcément financière. Le fait de reconnaître, de s'excuser et que ce soit enseigné au sud comme au nord, ça permet d'aller de l'avant. Mais là, je trouve que... Bon, après, on n'a pas toutes les informations concernant la façon dont ça a été fait, mais en tout cas, ça a été fait. Et n'hésitez pas, Baba, n'hésitez pas, Oumou, si vous avez ce type d'informations, ce type de coopération donc, internationale concernant donc, la culture, parce que comme on dit, c'est la culture qui peut rassembler. Donc n'hésitez pas, c'est très important. Allez, mesdames et messieurs, on va poursuivre cette émission. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir notre cher Michel Dibel. J'ai hâte de connaître donc l'application qu'elle met en place. Donc c'est une application de rencontre culinaire appelée Food Crush Apps. À quoi ça correspond exactement? Vous allez avoir l'information dans un instant. Ensuite, on aura le petit débat de Djeneba qui nous vient d'Abidjan. Peut-être une consoeur, monsieur Yaya Malé. Et on va continuer dans une bonne humeur parce que je vais vous demander de venir ici à la barre. Yaya Malé, s'il vous plaît. On attend, on veut tout savoir vous concernant, s'il vous plaît. Yaya Malé, bienvenue à vous. Vous êtes un entrepreneur, analyste politique et acteur majeur des médias de la diaspora malienne en France. Vous êtes cofondateur de RP Média en 2012, qui s'est imposé comme une voix influente, il faut le dire ici sur le plateau, en donnant la parole aux Maliens de l'étranger. Donc peut-être rapidement, parce que c'est quand même la casquette que vous avez portée et avec laquelle on vous connaît, donc ici aussi bien dans la diaspora malienne, mais aussi dans la diaspora africaine et même en France tout simplement. Donc racontez-nous rapidement l'histoire donc, de RP Média qui a buzzé, qui a fait du bruit ici en France. Merci infiniment de parler de RP Média. C'est vrai que c'est tellement vaste, mais bon, faut s'y lancer. En fait, RP Média est né juste après le coup d'État de 2012 au Mali, où on s'est rendu compte que des Maliens, moi, j'étais pas connu à l'époque. J'avais rien fait qui intéressait le reste du monde. J'ai juste découvert que les leaders de la diaspora se plaignaient du fait qu'ils n'étaient pas réussis sur les médias mainstream. À l'époque, je ne vais pas les citer, mais il y avait en parallèle le MNLA, le Mouvement national de libération du Mali, mouvement Touareg indépendantiste, qui inondait les plateaux de télé française et en contrepartie, les autres qui voulaient l'unité du Mali n'étaient pas acceptés. Et donc moi, j'ai réuni 3 autres personnes, dont Moussa Mansa, Mariam Sissoko, Mariam Kadia Kamara. Je dis, bon, on ne sait rien faire, mais allons, on va créer quelque chose. Donc, on a commencé à faire de la photo, ensuite à faire des petits reportages. Et puis, on était présents sur tous les événements maliens. Peu importe pourquoi on nous appelait, on était là. On a fini par nous imposer à devenir une référence. Et puis, on s'est mis dans la production, la rédaction d'articles sur un site web, des reportages au-delà de la France, en Afrique, en Europe. Et puis on s'est établi comme petit à petit, ça a vraiment grossi. Il y a vraiment un poids important ici en France quand on veut parler de l'Afrique. Au début, c'était focalisé sur le Mali. Ensuite, après, vous parlez aussi de foot. Et bon, je pense que c'est lié avec les casquettes que vous avez prises plus tard. Donc, vous dirigez aussi l'agence 77. Hein. C'est bien ça. Donc, c'est une agence qui produit des contenus, c'est ça? C'est ça. C'est une agence de communication et de marketing axée sur le sport. Donc établi à Bamako, ce qui fait que depuis 2021, je vis plus à Bamako qu'en France. Et c'est finalement ce qui m'a aussi ouvert la porte de l'équipe nationale de football où je suis membre du staff de communication. Et puis bon, j'apporte un support à des structures, à des personnalités, à des associations, en tout cas à des organisations ici et là-bas. Mais c'est vrai que quoi que je fasse, la casquette RP Média me rejoint même des fois. Et c'est important pour le coup, je vais embrayer dessus. Que pensez-vous de la structuration des médias panafricains en France ou en Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'on a le poids nécessaire pour finalement véhiculer les informations que nous souhaitons? On est très très loin du poids nécessaire parce que malheureusement, aujourd'hui, la viralité fait que notre communauté ou même au-delà va s'intéresser. Déjà, les autres communautés vont s'intéresser à nous pour ce qu'on fait de pire. Et nous-mêmes allons nous intéresser à nous-mêmes pour ce qu'on fait de pire. Et donc, c'est ce qui va finalement rester, qui va avoir la plus grande audience. Les choses qui sont structurées, qui sont bien faites, des analyses sur des faits de société, sur du sport, sur de la politique, la géopolitique, ça va avoir peu d'audience parce que c'est pas là où nous nous attendons nous-mêmes.
Et ce n'est pas là où les autres nous attendent. Et il faut que ça change. C'est pour ça que des initiatives telles que Diaspora Africa doivent être soutenues, doivent être saluées, parce que ça essaie de synthétiser, de respecter les codes, parce que les codes, il n'y en a qu'un finalement. C'est de produire pour l'humanité. Or, malheureusement, dans la plupart des cas, quand les gens de notre communauté, la communauté africaine, produit, c'est plus pour la communauté. Et même là, moi, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle. J'ai tendance à entendre les Africains parler de intelligence artificielle pour l'Afrique, intelligence artificielle pour le Mali. Mais en fait, il n'y a pas... Quand c'est bon, on prend DeepSeek qui est chinois, on prend ChatGPT, on prend d'autres choses, c'est américain, mais ça appartient à l'humanité. C'est comme les smartphones. Les composantes viennent de l'Afrique centrale, viennent du Mali, viennent de la Côte d'Ivoire, du Burkina. Il ne faut pas compartimenter, c'est-à-dire qu'on est citoyen du monde avant tout. Et donc quand on parle au monde, on informe le monde et le monde peut s'intéresser à l'actualité donc africaine, à l'actualité de la Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on est chinois qu'on ne va pas s'intéresser à l'Afrique. Et en compartimentant, comme vous dites, en tant que média, etc., eh bien, ça empêche le monde de connaître l'Afrique, c'est ça? Déjà, il ne faut pas faire des choses endogamiques. Par exemple, quand on est malien, être que dans l'entre-soi. Par exemple, que des Maliens qui disent la même chose. Il faut qu'il y ait du Sénégalais, il faut qu'il y ait de l'Ivoirien, il faut qu'il y ait du Français caucasien, il faut qu'il y ait de l'anglais, de l'espagnol. Et c'est comme ça qu'on va parler au monde. Vous remarquerez qu'il n'existe aucune rédaction africaine aujourd'hui qui soit regardée par d'autres personnes que les Africains eux-mêmes. Au pire, ça va être regardé... Enfin, vous faites quelque chose en Côte d'Ivoire ou au Mali, ça va être regardé par des Ivoiriens, des Nigériens, mais jamais ça va dépasser les frontières. C'est parce que nous avons une conception endogamique de la production. Il faut vraiment éclater tout ça et puis faire comme au football. Hein, quand il y a la Coupe d'Afrique, la dernière CAN en Côte d'Ivoire, il y a eu 3 milliards de spectateurs à travers le monde. En dehors de la Coupe du Monde, il y a très peu de choses qui atteignent le niveau d'audience de la Coupe d'Afrique, l'ambiance qu'il y a, l'engouement qu'il y a. Il faut décupler cette capacité-là sur les autres aspects de la vie et puis ça va marcher. On voit que vous connaissez vraiment les médias, oui. Juste une petite rectification avant que ça prenne l'ampleur. MNLA, Mouvement National Libération de l'Azawad et non du Mali, parce qu'on ne sait jamais. J'ai dit le Mali. Voilà. Merci Baba d'être là. L'Azawad fait partie du Mali, merci donc Baba d'être là. pour le coup... Alors, on continue avec votre rôle de préparateur mental, donc qui est très important. Donc, vous travaillez pour la coupe, pour l'équipe nationale du Mali. Donc, on vous attend un petit peu au tournant avec la CAN 2025, qui va avoir lieu incessamment sous peu, sachant que la dernière CAN a été très très douloureuse pour les Maliens, n'est-ce pas? Exactement. En fait, moi, mon rôle dans le staff de la Fédération malienne de football, donc de l'équipe nationale de football, c'est de la communication. C'est-à-dire que toutes les informations que vous allez avoir autour de l'équipe nationale, je fais partie de la création de ces informations. On met en place ce qu'il faut pour éviter les crises parce qu'on est très très proche des crises. Le moindre truc, ça va déclencher une crise. Donc nous, on est là en fait finalement pour produire du contenu, pour informer, pour marketer, mais aussi pour éviter les crises et quand il y a crise aussi, pour éteindre les crises. Maintenant, mon travail de préparateur mental, c'est un travail qui est général. Il faut savoir qu'en équipe nationale, c'est impossible de faire du travail de préparateur mental parce que quand on vient en équipe nationale en tant que joueur, on est déjà prêt. On est prêt à utiliser. C'est comme quand vous emportez un menu au McDo, c'est prêt à manger. On ne peut pas venir le recuisiner. Donc les joueurs arrivent prêts. Ils sont censés en tout cas être prêts. Moi, mon travail de préparateur mental, ça s'adresse à tout le monde, et pas que aux sportifs. Mais dans le monde du sport, ça s'adresse aux sportifs professionnels, aux structures qui ne sont pas professionnelles, qui sont amateurs. Ça peut être des clubs en France ici, des clubs au pays. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire qu'on vous attend sur quoi? C'est-à-dire concrètement, en fait, la préparation mentale, c'est quoi? En fait, c'est une technique, une méthode psychologique. Donc la psychologie, c'est tout ce qui concerne le comportement humain. En gros, quand vous ne connaissez pas la préparation mentale, c'est vrai que vous vous faites bouffer par votre mental. Votre mental est composé de tout ce qui est votre pensée. Par exemple, au quotidien, chacun de vous qui est ici, vous allez recevoir 60 000 pensées différentes. Dit comme ça, vous ne voyez pas ce que c'est. Donc, la préparation mentale va constituer à reprogrammer votre cerveau de sorte à ce que vous ne soyez pas victime de votre mental, de votre façon de penser, de votre conscience et du subconscient qui règle tout ça. C'est-à-dire qu'on est fait de pensées. Nos pensées
vont nous conduire à être à un stade de conscience. Il y a 3 niveaux de conscience. Et cette conscience-là va nous conditionner à envoyer un certain nombre de messages à notre subconscient. Quand vous ne savez pas où est votre clé et que vous la cherchez, vous finissez par abandonner. Et à un moment donné, il y a un pic. En fait, c'est dans la poche de la veste que vous avez envoyée au pressing. Ça veut dire que c'est votre subconscient qui vient de vous le rappeler. Et donc, ce subconscient, c'est notre esclave. C'est à ce subconscient qu'on va entraîner le cerveau à lui dire « Je sais courir 100 mètres en moins de 10 secondes. Je sais m'entraîner pendant 3 heures d'affilée. Je peux gagner ce match. » Et à même aller visualiser une Coupe d'Afrique match après match, à aller visualiser une victoire, à visualiser la victoire finale, à vivre, à ressentir. Comment on ressent le monde? On ressent le monde par 3 canaux. Le canal visuel, ce qu'on voit, le canal auditif et le canal kinesthésique, ça veut dire que le toucher. Ça veut dire que quand on parle de visualiser quelque chose, en sportif, on va apprendre à visualiser la performance, le Graal. La victoire. Et à le sentir, ça veut dire qu'il serait capable de ressentir l'odeur de la transpiration, l'odeur des baumes de massage, les bruits, pipi, 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 Mali, pouvoir voir Mali champion d'Afrique 2025 au Maroc, pouvoir le ressentir, pouvoir toucher, dormir avec ça, manger avec ça. En fait, créer les conditions mentales pour que on soit embarqué dans cette disposition-là et que rien ne puisse venir perturber ça à travers, par exemple, la résilience. C'est que la résilience, c'est la capacité de continuer à avancer malgré les obstacles et savoir aussi que l'obstacle est le chemin. Exactement. Et le chemin, ce n'est pas une destination. Le chemin, c'est un trajet. On le prend et on arrive à la destination. C'est vraiment se connecter à la destination. En tout cas, le message, il est voilà, vraiment à travers clair. La reprogrammation du cerveau, parce que notre cerveau, si on ne fait rien, il se fait blesser par le mental, on devient un loser. Et la préparation mentale, ça permet vraiment de programmer la... Vous savez quoi, je pense qu'on sous-estime ce que c'est la préparation mentale parce qu'on ne connaît pas. Et là, vous venez nous expliquer exactement en quoi ça consiste en quelques minutes. Et c'est hyper important, en fait. C'est-à-dire que sans ça, finalement, il est difficile de pouvoir performer dans la vie en général. Il est possible, mais il est difficile, en tout cas, en deçà de ce qu'on pourrait faire. Donc, c'est très important, et encore plus quand on fait du sport. Merci beaucoup pour ces informations, et on espère que ça produira donc les effets escomptés. Quoi qu'il en soit. Bien sûr, heureusement que ça ne suffit pas. Non, pour la CAN. Ah, ça ne suffit pas. Ok, bon, on verra. Mesdames et messieurs, on ne va pas commencer à lancer les hostilités ici. Allez, on poursuit cette émission. Alors, rapidement, nous sommes au terme de votre prise de parole ici. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, me souhaiter de rencontrer des gens exceptionnels comme Babadem, comme vous, comme Bouka Niaré, Moussa Mansa, tout le monde, parce que la seule efficacité que j'ai, c'est de pouvoir m'entourer de gens qui savent faire des choses que je ne sais pas faire. Voilà, il a tout dit. Il s'appelle Yaya Malé, il est avec nous sur le plateau de Diaspora Africa. Mesdames et messieurs, on continue cette émission. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et bien sur nos réseaux sociaux, on transfère, on communique. Allez, c'est parti pour l'agenda des diasporas. Si vous ne savez pas quoi faire en semaine, le week-end, eh bien rassurez-vous, nous avons tout ce qu'il vous faut et n'hésitez pas à nous envoyer vos flyers. Allez, on regarde et puis, bien sûr, on revient. Allez. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. De retour
retour, mesdames et messieurs. Venez. N'hésitez pas encore une fois à nous envoyer vos flyers. C'est oui, on diffuse ici. On aime sortir et rencontrer du beau monde. Allez, on poursuit cette émission. Mesdames et messieurs, je vous propose de faire une courte pause, aller boire un bon jus, un bon verre d'eau. Et puis, on revient, on continue avec la fin de cette émission et notamment notre débat et Michel Dibélé. Allez, on revient. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. De retour sur le plateau de Just Africa avec, on peut applaudir Sadio Niakate. Il est le promoteur du festival Ciné Lumière qui a lieu à Astin et qui promeut ces nouveaux réalisateurs, nouveaux visages avec des nouveaux messages. Et on accueille aussi Yaya Malé, donc ce grand préparateur mental qui va permettre au Mali de remporter, de ramener la coupe à la maison. Et ça, c'est très important de le dire. Il est aussi fondateur de RP Média. Mesdames et messieurs, on poursuit cette émission et nous allons en Mauritanie. Oui, c'est parti pour Us et coutumes d'Afrique avec notre cher Oumou Sy. Bon, je vous apporte un sujet insolite qui nous vient de la Mauritanie. Vous avez vos passeports surtout, toujours en main? D'accord. Donc moi, je vous emmène en direction de Nouakchott, en Mauritanie, plus précisément chez la communauté Maure. Donc chez les Maures, en tout cas, comme il y a plusieurs ethnies en tout cas en Mauritanie, la principale est l'ethnie mauresque. Et chez ces femmes-là, en fait, le synonyme de beauté, c'est les rondeurs. Pour prétendre avoir un bon mari, être bien vue dans la société, etc., pouvoir être bonne à marier, on va dire, elles pratiquent ce qu'on appelle le mbelha. Mbelha, synonyme de gavage en français. Donc, dès leur plus jeune âge, donc 7 à 12 ans à peu près, dès qu'on voit une petite finesse dans l'horizon, on l'envoie dans les quartiers reculés derrière Nouakchott pour aller les gaver. C'est assez surprenant puisque c'est paradoxal par rapport à la vie occidentale. Donc on les emmène chez des nourrices. Elles peuvent prendre plus de 16 000 calories par jour avec du lait de chèvre, de vache, du beurre, de la farine de mil. Et donc parfois elles sont un peu confrontées à ça parce qu'elles ne le veulent pas forcément. Mais quand on aperçoit leur physique un peu... Parce que quand on est un peu fébrile, plus maigre, c'est synonyme de pauvreté. Bien sûr, oui. C'est aussi... c'est des pratiques aussi ancestrales parce que c'est pas de bon augure une femme mince, donc on préfère une femme plus robuste, potelée, etc. Donc on la gave pendant des mois ou des semaines pour qu'elle puisse prétendre avoir un bon mariage, comme on dit, et avoir de bon augure, une bonne progéniture, etc., etc. Ça, c'est surprenant, c'est vrai. Ça existe encore, mais ça a tendance à disparaître maintenant puisque le modèle, voilà, occidental, il y a TikTok, Instagram, etc. Mais je voulais t'apporter ce sujet aujourd'hui à ça parce que je trouvais ça un peu paradoxal par rapport à la vie de jeunes filles aujourd'hui, quoi. Nous, on profite plutôt de la taille gazelle, Coca-Cola, plutôt que de gavage. Exactement. Donc, c'est ce sujet que j'avais trouvé un peu insolite, que je voulais t'apporter aujourd'hui. C'est très intéressant. Et après, c'est vrai que, quoi qu'il en soit, sur le continent africain, on aime les femmes... ronde, bien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que sur le continent, et même maintenant partout dans le monde, qu'on soit très mince, qu'on soit plutôt ronde, eh bien, il y en a pour tout le monde. Et puis en plus, on met ça en avant via les réseaux sociaux. Maintenant, on a des femmes rondes qui s'assument pleinement. Et moi, je trouve ça très important. Donc, elles ont aussi leur place. Je pense qu'il y a quand même des conséquences qu'il faut quand bien même... sûr, il faut faire attention. Mais en même temps, après, comme on dit... Les maladies, il y a pas mal de choses. Bien sûr, il faut vraiment faire attention. Donc je pense qu'il n'y a pas d'idéal de beauté, il y a un juste milieu. Mais c'est ça, c'est important. Mais on peut être ronde et avoir sa place. Parce que moi, je considère qu'il n'y a plus de modèle de beauté. Aujourd'hui, la femme mince n'est plus finalement le modèle de beauté qu'elle était avant. Aujourd'hui, les femmes, elles sont multiples et on peut être mince ou grosse et représenter le modèle de beauté aujourd'hui. Et ça, c'est important de le dire ici sur Just Africa. Vous en pensez quoi, messieurs ?
Moi, je pense que, comme elle a dit, en fait, il n'y a pas de modèle à imposer. Heureusement et malheureusement, il y a les réseaux sociaux qui ouvrent une fenêtre sur l'humanité, qui font qu'il y a des modèles qui sont imposés. Cette chose-là, elle est culturelle, et quand c'est culturel, c'est compliqué de juger. Je pense qu'il faut regarder et trouver ça beau. Maintenant, le jour où ce peuple-là lui-même voudra changer, en ce moment, on pourra les accompagner. Quoique, il y a des campagnes de sensibilisation maintenant à ce niveau-là. Voilà. Donc ça existe, mais ça devient rare. Ça veut dire que les mentalités quand même ont évolué dans ce sens-là, à se dire que ce n'est pas forcément la bonne solution pour refléter une richesse quelconque. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup d'avoir mis cette pratique en avant. On aime découvrir donc les cultures ici sur Diaspora Africa. Merci beaucoup, c'était très intéressant. En plus, tu représentes vraiment la femme. Ah oui, tu vois, j'ai vraiment insisté, je voulais me faire voyager. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle le dampé, le melf. C'est la tenue traditionnelle mauritanienne que je ne sais pas porter réellement. Donc, du coup, je l'ai mise ça te va à merveille, occidentaliser un petit peu et mettre en avant toutes les valeurs de ce pays dont je suis originaire, de la Mauritanie. Donc, je vous montre fièrement. Vraiment, les femmes mauritaniennes sont numéro 10, quoi. Lève un peu la note, s'il te plaît. Numéro 10 sur 10, tu vas aller où? Ah, ok, d'accord. N'abusons pas. Allez, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Elle s'appelle Oumoussi. Elle est avec nous sur le plateau de Diaspora Africa. Allez, le moment est arrivé d'accueillir notre pitcheuse du jour. Et oui, mesdames et messieurs, elle nous parle donc de Food Crush Apps. Oui, elle va nous le dire mieux, je pense. Elle est avec nous et elle va nous parler de cette application. Le moment à elle de pitcher ici. On l'applaudit, s'il vous plaît. Bienvenue à vous. Alors, c'est un plaisir de vous avoir ici sur Diaspora Africa, Michel Djibélé. Donc, vous êtes là pour nous parler de votre application de rencontre culinaire. Alors, je vous propose d'en parler ici à nos téléspectateurs et bien sûr, nos chers invités ici pourront valider ou non, je tiens à le dire, ou non, cette application. Allez, on vous écoute. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, merci de me recevoir ici. Félicitations déjà pour ce concept, j'adore. Diaspora Afrique, parler de l'Afrique, de toute la diaspora, c'est juste magnifique. Merci. Donc je suis très honorée d'être là. Food Crush, c'est une application mobile qui permet de se faire inviter à manger à 100% ou de faire 50-50 près de chez soi. Ça veut dire que je vais donner par exemple un exemple. Je suis Aïssatou, il est midi, j'ai faim, je me connecte. Il y a Michel qui est connecté, qui dit « Ah, hi Aïssatou, I'm from New York. J'ai vu que toi aussi tu avais faim. Est-ce que ça te dit que je t'invite à manger ?» Ou tu vas avoir Paul qui va être connecté, qui va dire « Hi Aïssatou, j'ai vu que tu avais faim, est-ce que ça te dit qu'on fasse 50-50 ?» Voilà, c'est ça. D'accord. Et chez soi ou au resto? Au resto. D'accord, ok. Ouais, au resto. Exclusivement au resto. Exclusivement au resto. Donc c'est une invitation, c'est... J'ai la vision. Ah d'accord. C'est un plat qu'on offre du coup, c'est une offrande. Exactement. D'accord, ok. C'est une forme de sadaka. Oui. Déguisé. Voilà, si on veut. Moi, je l'ai vu comme ça. Oui. J'aime beaucoup le concept. C'est-à-dire ou offrir un plat généreux, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Même l'opportunité aussi de rencontrer des personnes, ça c'est super intéressant. Exactement, oui, c'est vraiment ça. C'est quoi les plus de l'application? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Quels sont les retours? Alors, les plus de l'application, c'est pour ne pas manger seul, vraiment. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus seules. Et du coup, dès qu'elles se connectent, elles parlent avec des personnes, elles peuvent aller manger, elles choisissent un restaurant et tu fais des rencontres. Affinités, on va dire. Exactement. Il peut y avoir des affinités amicales, professionnelles ou amoureuses. Et c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer le nombre de personnes seules. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas malheureusement d'amis, de personnes avec qui sortir, avec qui manger. Et pour le coup, ce type d'application fait fureur parce que oui, on a besoin d'être entouré. On est des animaux sociaux, donc bravo. Alors, quelque chose à rajouter avant les votes? C'est une application qui va se développer dans le monde. Je veux qu'elle se développe partout, aux États-Unis, en Afrique. Et c'est vraiment pour ne pas être seul, pour faire des rencontres et pour sortir de son quotidien. Exactement. Moussa, de temps en temps. Une question. Oui.
Vous l'avez vécu du coup parce que pour chaque initiative ou de passage à l'action, on a forcément vécu quelque chose. Ouais. Donc vous avez vécu cette solitude. Ouais. Moi, j'ai beaucoup voyagé. D'accord. Et je me suis souvent retrouvée à manger seule. Et du coup, je me suis dit, mais... Il est temps de créer cette application. Bravo. Merci beaucoup. On va passer au vote. Donc, à main levée, vous allez vous retourner. Je vais vous donner la réponse. Okay. Alors, vous en pensez quoi? Qui valide? Moi, je pense que c'est l'avenir. D'accord. Vous validez? Oui, je valide. Public, vous validez aussi? Oui, faites un oui si c'est oui. D'accord, vous validez. Ok, vous pouvez vous retourner. Donc, apparemment, tout le monde a voté oui parce que apparemment vous disiez c'est... Moi, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Parce que je ne sais pas à quel moment on a l'impression que tout a été créé. À quel moment on arrive à balancer quelque chose comme ça qui ressemble à rien d'autre. C'est là où moi je dis chapeau, l'ingéniosité, c'est une frappe chirurgicale. Et voilà, bravo. Que rajouter de plus que cela? Mesdames et messieurs, nous sommes presque au terme de cette émission. Michel, vous allez rester avec moi. En plus, vous êtes magnifique et je tiens à le dire. Et je vous retourne le compliment aussi. Non, franchement, les femmes aujourd'hui, là, vraiment, on s'est mis sur notre... non, vraiment, je lève mes cheveux même. Allez, mesdames et messieurs, on va continuer comme ça, là. Alors, on va terminer cette émission avec notre débat donc, du jour. Donc, c'est Djeneba d'Abidjan qui nous envoie donc, un petit message. Alors, fierté collective ou nationalisme toxique, que révèle le sport de nos sociétés? Le cas de la CAN. Vous pouvez lire à l'image. Donc la question, ça tombe bien, n'est-ce pas, Yaya Malé? Ça tombe bien. Moi, pour répondre, je dis clairement fierté collective. En fait, le sport, c'est impossible de se cantonner à son petit microcosme. Vous voyez, par exemple, 2 lutteurs. Vous n'êtes pas de leur nationalité, vous en choisissez un. En fait, vous faites fi de toutes ces considérations ethniques, tout ça. Après, si c'est quelqu'un de votre communauté, quelqu'un que vous connaissez, oui. Dans le cas de la CAN, par exemple, ça arrive qu'on supporte la Mauritanie. Pourtant, je suis malien. Qu'on supporte le lendemain la Guinée équatoriale. Vous pensez que ça peut rassembler? Donc, finalement, non, ça rassemble. C'est plutôt une fierté collective? Oui, il y a des amitiés qui s'est créées, des synergies pour le business, des mariages qui s'est créés, des enfants qui naissent. Pour moi, c'est une beauté. Voilà. D'accord, après c'est votre vision, mais après est-ce qu'on peut parler quand même de nationalisme toxique? Parce que ce soit le sport pour des clubs ou les sports où ce sont des nations qui jouent, parfois ça dégénère. Donc, il faut le côté aussi nationalisme toxique, pour moi, il est limité. Il existe, mais il est limité. Voilà, la majorité des gens, c'est vraiment une fête ensemble. D'accord. Voilà. Et il faut le promouvoir, parce que même s'il est limité, le problème c'est que ça peut se développer. Et il faut sensibiliser, c'est très important. Bien sûr. Je vous en prie. Moi, je suis plus d'avis que c'est fédérateur. Et j'ai du mal un peu à voir le côté nationalisme toxique là-dedans, même s'il est minime et qu'il faut en parler. Mais je suis plus de ton avis, hein, du fait que le sport c'est fédérateur, ça rassemble, et qu'on peut supporter une équipe de tel pays et un jour plus tard une équipe de tel pays. Baba, vous en pensez quoi? Quand on parle de sensibilisation, qu'il est important de promouvoir les valeurs positives du sport, est-ce qu'on peut se dire oui, non, le sport c'est rassemble et puis on s'arrêtait là? Au contraire, il faut sensibiliser, se dire le sport c'est le sport. Ouais, il faut sensibiliser. Je dirais fierté collective quand ça gagne, nationalisme toxique quand ça perd. Il faut le dire. On a aussi des exemples. Après une défaite, des boutiques du pays qu'on a battues qui sont saccagées. Soyons réalistes. On le voit entre les pays maghrébins, Maroc, Algérie, ça frise. Et même récemment en Côte d'Ivoire, quand le Mali devait rencontrer la Côte d'Ivoire, il a fallu des sensibilisations, même de la préfecture, pour dire qu'il faut éviter. Il faut faire attention. Et je pense qu'il faut sensibiliser très tôt, parce que c'est vrai qu'on se chambre, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a des personnes qui le prennent pour du chambrage, mais il y a d'autres qui le prennent à cœur. Donc je pense qu'il faut vraiment sensibiliser. Je dirais les deux, en fait. Bien sûr. Et vous en pensez quoi? Je suis du même avis que Baba. Il y a ces deux idées, quand on gagne et quand on perd, finalement. Quand les taux se resserrent, on voit la pression, on voit le... Voilà. Après, oui, il faut sensibiliser là-dessus et dire que c'est qu'un jeu et que l'essentiel, c'est de participer. À chaque fois, c'est la phrase qu'on dit pour les perdants. Mais c'est assez mitigé quand même. Exactement. On peut être mauvais perdant, mais attention, il ne faut pas que ça dépasse certaines limites. Vous en pensez quoi, Michel? Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient de se dire. C'est vrai que c'est plus une fierté collective, pour moi, dans le sens où
il y a cette solidarité quand on joue, peu importe contre qui, et quand on perd aussi parfois. Il y a quand même cette solidarité qui rend fier. Et c'est important qu'il faut conserver. Oui. Merci beaucoup donc à notre chère Djeneba d'Abidjan qui tombe bien, parce que c'est important, c'est dès maintenant qu'il faut sensibiliser, notamment pour les différentes échéances sportives. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci à nos invités, à savoir Monsieur Sadio Niakate, Yaya Malé et Michel Dibélé. Merci à Baba ainsi qu'à Oumou Si. Mesdames et messieurs, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.